Les lance-grenades montées sur les fusils sont des pièces très courantes dans les armées du monde. Ce sont des armes vraiment polyvalentes qui peuvent tirer une grande variété de munitions létales ou non létales de manière directe ou indirecte sur l'ennemi. Ils sont apparus au milieu des années 60 comme une alternative plus abordable et polyvalente aux lance-grenades en tant qu'armes indépendantes, devenant pratiquement omniprésents et plus caractéristiquement dans l'armée des États-Unis. C'est dans cette armée que ces appareils ont probablement vu beaucoup plus d'action. Cependant, avez-vous déjà pensé à l'utilité réelle de cet accessoire? Il est évidemment très létal et circonstanciellement très utile, mais sont-ils vraiment nécessaires? Et une très bonne question serait également: un lance-grenade intégré est-il beaucoup mieux qu'un lance-grenade indépendant? Ces questions intéressantes, comme toujours sur cette chaîne, ont des réponses encore plus captivantes. Les lance-grenades sont apparus pendant la Première Guerre mondiale. Dans ce conflit, on a commencé à utiliser une multitude d'artefacts qui utilisaient différents moyens pour lancer des grenades très loin, beaucoup plus loin que ce qu'un bras humain pouvait faire. Au maximum, un adulte peut lancer une grenade à 40 mètres, s'il a un très bon bras. Eh bien, c'était un inconvénient dans ce conflit, car les tranchées étaient généralement beaucoup plus éloignées que cela. Des artefacts comme la baliste Sutrel française ou la catapulte de tranchée Leach anglaise sont d'excellents exemples des versions primitives des lance-grenades, et étaient essentiellement des catapultes à grenades. Il va sans dire qu'ils étaient des systèmes assez inefficaces. Plus tard, dans ce même conflit, les grenades à fusil sont apparues. Essentiellement, ce que les ingénieurs ont fait a été d'installer un canon modifié pour mettre des grenades à chargement par la bouche, et qu'elles étaient actionnées par le projectile du fusil. Les Allemands en particulier utilisaient une grenade assez volumineuse qui utilisait une tige. Généralement, ces dernières avaient une portée descente de 200 mètres et permettaient à l'utilisateur de pouvoir utiliser son fusil normalement après avoir utilisé une grenade. Évidemment, les soldats ne pouvaient pas toujours les avoir chargées, ce qui était une limitation claire. Celles-ci ont été utilisées de manière considérable à la fin de la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Siebecher était plus populaire et relativement courant parmi les troupes allemandes. De plus, il y avait aussi les lance-grenades Kampfpistole et les Sturmpistoles ultérieures, qui étaient de clairs précurseurs des lance-grenades modernes. Plus tard au Vietnam, ce seraient les Américains qui innoveraient le plus dans ce domaine. En 1961, l'énigmatique M en 79 serait mise en service, qui était très bon, et consistait en une structure monotube similaire à un fusil de chasse qui se divisait en deux avec une charnière au milieu pour recharger. Il pouvait lancer une grenade à 400 mètres, avec un recul d'un fusil de chasse de calibre 12. Son bruit caractéristique, lui a valu le surnom de Thumper. Il pesait presque autant qu'un M16 et mesurait à peine 73 cm. Comme beaucoup d'armes nouvelles au Vietnam, son service a été doux amer. Les soldats américains la détestaient, pour être très encombrante, et pour son poids, qui bien que pas trop remarquable, devenait gênant lors des longues patrouilles dans les jungles vietnamiennes. Les soldats ont trouvé une très bonne solution à cela, et ce qu'ils faisaient était de couper la crosse pour les rendre plus courts et maniables. Les hauts commandements américains ont entendu les plaintes de leurs soldats, et plus tard, en 1966, ils ont mis en service le XM-100 48, qui donnerait de très bons résultats, et par la suite, ils l'ont retiré du service en seulement 1 an, pour le remplacer en 1967 par le M203. Un lance-grenade fixé sous les fusils, plus particulièrement sur les M16, c'était assez bon. L'amélioration substantielle était le fait que les soldats pouvaient facilement porter ces lance-grenades sur leurs fusils. Ils pouvaient donc équiper plus de soldats avec ceux-ci, et ce n'était pas trop encombrant comme le M79. Les soldats qui ont testé ces armes en 1968 au Vietnam les ont adorées. Moins de poids était toujours mieux, surtout sur des terrains aussi impitoyables que ceux du Vietnam. L'armée américaine a demandé beaucoup plus de ces lance-grenades, et il en a été fabriqué tellement, à la fin du siècle dernier, qu'il est probablement le lance-grenade le plus courant dans le monde aujourd'hui. Les lance-grenades couplées sont une norme dans le monde. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres designs plus avant-gardistes pour les appeler d'une certaine manière, les couplets sont plus simples et plus polyvalents que d'autres designs. Mais ceux-ci sont vraiment une bonne idée en soi. Si nous regardons de près le design des lance-grenades M203, ceux-ci peuvent présenter de nombreuses lacunes. Pour expliquer cela,
Je citerai le témoignage d'un soldat de l'armée de Singapour, nommé Leon Tai. Il nous raconte qu'il utilisait habituellement dans l'armée le semi-automatique réglementaire 21, un fusil bullpup assez bon. Dans l'armée de Singapour, les grenadiers sont équipés d'un lance-grenade M203 sur leur fusil semi-automatique réglementaire 21 ou d'un fusil semi-automatique réglementaire 21 sans lance-grenade, mais ils doivent également porter l'arme anti-char Matador. Notre protagoniste avait généralement apporté son semi-automatique réglementaire 21 avec un lance-grenades attaché. Il raconte qu'il se sentait généralement très déséquilibré en tirant et en visant. Il avait toujours l'impression que cela allait vers l'avant, et qu'il devait constamment compenser avec son bras gauche. Et celui-là aussi a fait une remarque très curieuse. À mon avis, le pire était de tenir le fusil en l'air pendant les exercices d'opérations urbaines. Pendant le nettoyage des bâtiments, un gaz avec son fusil en l'air couvre toujours le groupe qui avance. Quand c'était mon tour, c'était une torture. J'aspirais toujours à atteindre une couverture pour pouvoir poser mon fusil et reposer un peu mon bras. C'était un problème que je n'avais pas quand j'utilisais le fusil sans le lance-grenade et le Matador. Ici, nous pouvons déduire beaucoup de choses. Par exemple, le semi-automatique réglementaire. 21 est un fusil bullpup. Donc, en théorie, notre ami de l'armée de Singapour devrait ressentir moins le poids de son lance-grenade. Le M203 pèse environ 1,3. Le M203 pèse environ 1 kg et 3. Il est donc compréhensible que notre ami de l'armée de Singapour ait ressenti un déséquilibre dans son arme. Leon Tai a témoigné de la grande usure que le poids supplémentaire causait à son corps, et il préférait porter le lance-roquettes anti-char, Matador Recoilless Gun Weapon, 90 de 8 kg, plutôt que son lanceur M203, parce que, fondamentalement, il pouvait porter le Matador sur son dos, tandis que le M203 devait être porté sur son fusil. Avoir 1 kg et 3 à une extrémité de l'arme non seulement déséquilibre cette dernière, mais cause aussi d'autres problèmes, comme le poids supplémentaire qu'un soldat doit porter sans compter les munitions. Tu peux penser que ce n'est pas un facteur si déterminant, puisqu'un kilogramme et demi n'est pas beaucoup. Mais rappelle-toi de ce que nous avons mentionné à propos du M79 au Vietnam, les soldats américains, pour économiser 1 ou 2 kg. Couper leur M79 de manière à les rendre inutiles pour viser avec précision. 1 kilo supplémentaire lors de longues patrouilles et marches est un grand désavantage. Maintenant, imagine avoir ce kilo et demi supplémentaire à une extrémité de ton fusil. Chaque fois que tu vises, chaque fois que tu bouges l'arme, tu ressentiras ce poids supplémentaire. C'est définitivement un grand désavantage qui rend tes mouvements avec le fusil plus lents et cause une plus grande fatigue dans tes bras. Peut-être que c'est pour cette raison que les armes couplées, comme les fusils de chasse sous les canons des fusils, ne sont pas couronnées de succès. En général, les lance-grenades couplées sont très pratiques et augmentent considérablement la puissance de feu de l'infanterie, mais avec l'inconvénient d'être très peu ergonomiques. Plusieurs armées du monde résistent à l'utilisation de lance-grenades couplées, comme la France, la Serbie, Israël, l'Indonésie, l'Inde et la Chine qui utilisent encore des grenades à fusil, plusieurs d'entre eux préférant les grenades à fusil aux lanceurs couplés. L'armée française en particulier a résisté au concept de lance-grenades couplées depuis l'apparition du fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. En France, pendant longtemps, les grenades à fusil ont été utilisées en priorité avant les M203, car ces derniers ne s'adaptaient donc pas très bien aux fusils d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Cependant, avec l'adoption du modèle AR-15 avec les HK416, ils utilisent maintenant des lance-grenades couplées de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. À vrai dire, à mon avis, la solution au problème de l'ergonomie des M203 est littéralement de se passer totalement d'eux, pour donner aux lance-grenades comme les M320. Les M320 sont petits, légers, et peuvent être configurés à volonté, car ils peuvent être couplés aux fusils de type AR-15 et peuvent être utilisés individuellement, permettant aux grenadiers de choisir comment utiliser leurs grenades. Ils pèsent 1,5 kg, mesurant 35 cm, et tirent les mêmes grenades de 40 mm que les M203 ayant une portée allant jusqu'à 400 mètres. Cette arme met définitivement fin à tous les problèmes du M203 et s'adapte au goût de chaque utilisateur, avec le seul inconvénient que vous devez lâcher votre arme principale pour utiliser le lance-grenade.
Donc en conclusion, les lance-grenades couplées sont inconfortables et limitent les fonctions des soldats. Et ces derniers doivent définitivement être remplacés en totalité par des lance-grenades individuelles, comme les M320. C'est Guns Club. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.